je vous ai entretenu l'an dernier du projet de maison. Je m'intéresserai aujourd'hui à la maison du projet. J'entends par cette formule non pas l'atelier physique, mais l'atelier intérieur. Cet obscur incubateur d'une chose qui verra le jour dans l'étonnement de soi et des autres. On peut d'ailleurs considérer que les deux espaces s'accordent, que l'aisance de l'esprit dépend du confort de la pièce. Hélas, je sens moi-même que j'écris dans un cabinet trop resserré, déclarait Mirabeau, et que si j'avais à la place une belle galerie, je dirais mieux. La belle galerie de l'architecte était autrefois meublée des ordres classiques. Un système de figures qui a maintenu son monopole sur le projet à travers 5 siècles avant que la révolution industrielle n'en fasse une langue morte. Le règne de Dieu et celui de Vitruve ont laissé derrière eux un même désarroi. La pensée perdait alors un cadre stable à travers lequel elle avait pu représenter et idéaliser le monde. Mais parallèlement, elle se libérait d'une tutelle intellectuelle. Car en architecture, une théorie comme celle des ordres installe un régime de figuration. À travers les traités, elle rappelle l'origine de l'art, consacre des conventions, définit des catégories formelles, balise de modèles le territoire de l'imaginaire et arbitre les figures en déterminant celles qui ont droit de citer. Les parties sont définies, les principes d'agencement recommandés et des combinaisons possibles représentées sous la coupe d'un archétype, le portique à fronton, ce visage paternel de l'architecture, maintes fois représenté et décliné jusqu'à la calandre d'une prestigieuse automobile. Alors, équipé du catalogue des éléments et de la grammaire qui les agence, le sujet peut énoncer la forme à l'abri du chaos. À l'abri du chaos, en échange de quoi il cède une part de sa souveraineté. Ce pacte implicite a fait fonctionner la plus grande tradition architecturale du monde occidental. Il s'est porté garant d'un équilibre entre le général et le particulier, qui s'est prolongé entre la règle, qui s'adresse à tous, et la licence, qui est la part de soi. Cet équilibre explique la longévité du langage classique, sa capacité à réguler la production de différences propres à chaque époque, et à renouveler les styles sans que la constitution du langage ne soit jamais mise en cause. Je m'intéresse ici à ceux qui ont dénoncé en toute époque le contrat d'une liberté surveillée afin d'ouvrir de force le cadre que la culture tend à refermer pour circonscrire le domaine du pensable. La modernité est associée à une violence intellectuelle dans la mesure où toute grande invention est un corps étranger à l'ordre des choses. Il est d'emblée essentiel à mes yeux de distinguer la modernité comme style, où la dernière manifestation formelle fait référence, de la modernité comme posture de pensée. Cette posture ne se reconnaît pas dans les définitions usuelles de la modernité. Ce qui la caractérise n'est ni la rupture avec le passé, ni l'annonce du futur, mais plutôt l'insatiable appétit d'une liberté qui ne s'accorde aucun répit ni aucune résidence. Cette liberté revendique le projet comme pérégrination. Il a fallu aller jusqu'à un pléonasme en titrant ce colloque « L'élan moderne » pour rappeler que cette pensée est naturellement en partance. L'élan moderne n'est pas l'engouement pour le neuf. Tenir le gouvernail du libre arbitre n'est pas à la portée de quiconque. Et la pléthore des fantaisies architecturales qui fait le bruit de l'actualité s'oublie vite et le siècle finit par reconnaître ceux auxquels il doit sa couleur. La transgression n'est qu'une coquetterie. Car dès lors que la liberté s'affiche comme une audace, aussitôt qu'elle prend la pose, elle est déjà perdue. Et l'on sait les dégâts causés par la notion d'avant-garde une fois établie, notamment la course aux prophètes et le culte de l'iconoclastie qu'elle a instauré dans les disciplines artistiques. L'impensé est une valeur.
aussi convoitées que rares. Et le poids des idées se mesure à l'impact qu'elles exercent sur les savoirs et les pratiques à travers une échelle de temps que les chroniques ne peuvent observer. Un projet moderne révèle cette impensée par un effet de surprise qui délivre le monde de sa monotonie et arrache le projet architectural au confort que lui procure l'empire du même. Alors la question que je me pose, c'est comment un savoir non standard peut-il voir le jour, avant qu'il ne devienne, dans la plupart des cas, un paradigme une fois digéré par l'histoire. Pour les grands modernes, le nouveau est une conséquence et non un objectif. Leur liberté a le privilège d'être spontanée, car elle n'est autre qu'une mobilité de l'esprit qui n'a que faire des béquilles et du cadre auxquels les autres ont recours. L'aptitude à concevoir sans s'adosser, à cheminer à distance du savoir établi, permet de rompre avec la hiérarchie héréditaire, non par décret et proclamation, comme il est courant de le constater, mais sans même y prêter attention. Le geste moderne assume la plus radicale définition d'un verbe lui-même déjà lourd de naissance, pourvu de signification métaphysique et théologique. Créer. Dans quelle mesure est-il possible de ne pas descendre de ? Le parricide, qui n'est que le symptôme d'un malaise, ne délivre pas de la dette. Il ne fait que l'entériner. Alors, puisque nul n'échappe à l'héritage, comment les maîtres sont-ils parvenus, eux, à négocier leur liberté pour apprivoiser l'inconnu ? Quand la forme que tu dessines a une quelconque ressemblance avec quoi que ce soit, alors efface-la, disait Scarpa à ses étudiants. Dessiner ce qui ne ressemble à rien implique de résister au magnétisme des modèles, de s'extraire des habitudes au sujet desquelles Platon nous avait alertés en premier en affirmant qu'elles n'étaient pas peu de choses, les habitudes. Se soustraire aux habitudes revient à esseler la figure, pour la rendre intelligible sans qu'elle bénéficie d'une affiliation aisément reconnaissable. D'où l'interrogation de notre chère Bécassine devant la porte de l'exposition universelle dépourvue de porte. Je lis pour ceux qui sont au fond et au loin. C'est la porte monumentale de l'exposition, dit le jeune homme, mais il n'y a pas de porte. Justement, en art moderne, on appelle une porte ce qui n'est pas une porte. Il faut bien que l'art moderne se distingue d'une façon quelconque de l'art ancien. Il promena autour de lui un regard inquisiteur. Revenons aux choses sérieuses. Le projet de Ronchamp n'a recouru à aucun signe qui puisse l'identifier en 1955 à son programme. Et pourtant, tous les yeux y voyaient une chapelle. Marcher à l'égard des exemples conduit à composer avec des singularités sans nom, des figures étrangères à toute taxinomie, comme celle que le langage classique a établie en mobilisant un glossaire pléthorique. À travers la métope, l'astragale, le modillon et bien d'autres appellations dont les anciens dictionnaires d'architecture sont remplis, le langage des formes maintenait partout son double dans celui des mots, comme si la ligne du dessin ne pouvait s'égarer dans une voie qui n'est une destination préétablie. Au XXe siècle, l'appauvrissement de la nomenclature architecturale confirme la solitude de la ligne, une fois expulsée du cadre classique. Cette solitude porte le deuil du langage depuis un siècle. Le projet architectural a gagné son autonomie au prix d'une déréliction. Alors qu'au fil des époques, le dessin avait été habitué à servir des codes et des modèles, que ceci ait pris la forme de guides pratiques à l'âge gothique ou de traités théoriques à la Renaissance, le voilà pour la première fois livré à lui-même. Le siècle assassin a laissé le projet sans postulat ni mode d'emploi, de surcroît dans un monde lui-même désorienté. L'imagination est alors appelée à s'autogouverner. Dans ce contexte, le génie est forcément attendu. Mais le destin qui lui est réservé porte une redoutable contradiction. Il est accueilli comme une fulgurance et s'accomplit dans toute sa singularité, défiant toute école, alors même qu'il est amené à devenir, malgré lui, un guide,
c'est-à-dire l'exact opposé de ce qui le meut. La figure du héros est donc vite rattrapée par celle du père. La première provoque l'admiration, représente l'exception, tandis que la seconde suscite le respect et incarne la règle. Le geste intrépide pour un temps finit par devenir, pour les générations suivantes, le langage de la prudence. L'ironie de l'histoire conduit les grands pérégrins, par nature nomades et sans racines, à finir au panthéon des fondateurs. Ce n'est pas un hasard si l'œuvre la plus hétéroclite du XXe siècle a été celle d'un autodidacte. D'une ville à l'autre, d'un carnet à l'autre, c'est à l'école buissonnière que Le Corbusier ouvre les yeux. Par ses excursions, le dessin architectural s'offre une récréation au sens propre du terme, c'est-à-dire le plaisir de jouer hors les murs, en compagnie des objets de la nature et de la mécanique. En prenant la clé des champs, il découvre des figures vernaculaires, aussi bien qu'algorithmiques, avec la curiosité d'un Léonard de Vinci. Le dessin corbuséen se distrait dans un territoire épars, sans bord, et témoigne en recueillant çà et là des figures libres de droit, d'une excitation enfantine qu'aucun dessin classique ne laissait entrevoir. Il accomplit ainsi deux exploits. D'une part, il confère aux objets du quotidien une légitimité, c'est-à-dire un droit d'entrée dans la maison du projet, en tant que stimuli, et de l'autre, il favorise le libre-échange des figures auxquelles le projet donne un destin. Une carapace de crabe ramassée sur une plage de Long Island se retrouve associée au toit singulier d'une église vosgienne, au même titre qu'un guidon et une selle de bicyclette avaient attendu Picasso pour révéler un taureau par l'effet de leur simple rapprochement. Le projet devient le fils d'accident, dont il apprend à tirer profit. La généalogie d'une sculpture et d'un monument mythique remonte à un coquillage, remarqué 30 ans auparavant pour la singularité de sa structure, pour une de ces configurations auxquelles l'imagination à elle seule peine à accéder. La libre circulation des figures, leur renaissance perpétuelle à travers des fonctions différentes, rappelle la physis des Grecs, et plus précisément celle d'Empédocle, pour qui rien ne naît ni ne meurt, tout n'est que mélange. Se dessine ainsi une mise en continuité du monde, dès lors que des objets s'ignorant, étant natifs de milieux ou d'époques isolées, se rencontrent sur la planche à dessin pour livrer à l'architecture l'intelligence de leur dessin. Cette continuité fait du projet un art de la récupération et de l'entremise. L'ère de jeu circonscrite du langage classique est donc remplacée par ce que j'appelle une ère monde, un vivier infini d'associations possibles. Détachés de leur contexte initial, les objets se prêtent à n'importe quelle conversion. Le latin des ordres est remplacé par la prose du monde. Le grand récit, dont les anciens traités sont les porte-paroles, fait place à la multitude des fables et des idiomes qui disséminent le signifiant et font de la maison du projet un cabinet de curiosité. La preuve, la table d'un restaurant après le repas s'offre aux yeux comme une nature morte qui interpelle l'esprit au même titre que le plan de l'acropole. Au fil du projet, la place qu'occupe chaque ligne ne dépend plus d'un ordre a priori, mais de la contribution qu'elle peut apporter à la construction d'un tout inédit. On assiste ainsi à une démocratisation des figures. Et le processus de recherche par le dessin prend la forme d'un concours où chaque ligne présente sa candidature avant qu'une sélection ne discrimine les options selon des critères qu'aucune convention ne surplombe. Parallèlement, l'esprit découvre les vertus des chemins de traverse. Le Corbusier ne dessine pas en parcourant la grande rue de la connaissance, mais par des voies anodines, au détour d'une œillade, par une confrontation inopinée avec ce qui deviendra à la fois l'incipit et la figure maîtresse du projet. La création se dédramatise et le démiurge révèle un visage d'enfant. Julián de la Fuente racontait qu'au début du projet du Carpenter, c'est en posant son regard sur un nu féminin accroché au mur qu'il a tracé d'un geste irréfléchi deux courbes qu'il s'étonna de voir aussitôt avalisées par le patron et devenir ce qui allait structurer tout le plan du bâtiment.
La fin du langage classique inaugure une poétique des correspondances où chaque figure en évoque d'autres. Quel est ce rapport au passé qui n'est ni réductible au principe de rupture, ni à celui de conservation? L'auteur progressiste qui s'inspirait des nouvelles machines peuplant le monde, tout en évoquant, je cite, « ce passé qui fut son seul maître », révèle une posture chargée d'ambivalence. Le Corbusier rejetait la grammaire académique des beaux-arts afin de pouvoir conjuguer ses projets au passé composé. Dans la Villa Chodane, le Shamiana traditionnel est réincarné. Pour l'Inde, le mot n'est pas de trop. En une canopée ombreuse suspendue au-dessus des terrasses. Terrasses qui sont elles-mêmes traversées d'une grille de poteaux à l'image des puits à marche de la ville. Le travail de projet ne laisse aucun symbole périr dans l'oubli. Et même lorsque le rite se perd, la forme à laquelle il s'adossait demeure comme une empreinte. Le monde se rappelle à lui-même. Et le projet aide à conjurer l'angoisse de la disparition, non par le principe de conservation, mais par celui de transformation. Dès lors que les figures étant affranchies des modèles ne sont plus chargées de reproduire, elles peuvent enfin devenir et porter autrement la mémoire des usages. Le grand équilibriste parvient ainsi à être à la fois traditionnel et révolutionnaire. Car le traditionnalisme fait de l'attachement au passé une idolâtrie qui réfrène tout mouvement vers la différence, et la révolution prive le monde de toute transmission et entretient le mythe du commencement, comme s'il pouvait exister un pur début, un début sans provenance. Encore une leçon politique. Inactuelle, indifférente à l'ère du temps, la modernité n'a rien à voir avec le modernisme, lequel relève plutôt du disciple. Ni avec la chaîne des ismes, cette broyeuse qui entretient l'impératif du nouveau et programme l'obsolescence des dialectes architecturaux successifs, tous condamnés à échouer sur l'étagère de l'histoire, ce cimetière des styles qui empoisonne le métier de pédagogue et alimente celui de chroniqueur. Les grands joueurs, il y en a un par siècle, en architecture comme en peinture. Lui, c'est Corbu à gauche. Comme quoi il avait un peu d'humour parfois. L'intranquillité les caractérise par opposition à la placidité des autres maîtres. Ça rigole moins. Comme Kahn ou Mies van der Rohe, qui, aussi inventif soit-il, demeure attaché à un ordre. Mies dessine selon un protocole. À travers le Crown Hall, on retrouve une traduction terme à terme du dispositif mis en œuvre par Schinkel au musée Altesse. Le socle, l'entablement, etc. Et c'est pourquoi une même solennité se dégage de ces deux bâtiments. Corbu, lui, libère, rejette tout principe de disposition des parties. Avant la tourette, nul ne s'attendait à voir le poids d'un bâtiment renvoyé au ciel, ni des voiles porteurs lancés à la rencontre du sol d'une manière si naïve et indisciplinée, comme un jeté de dés. Les joueurs sont inconstants, tandis que les autres demeurent pour ainsi dire fidèles au poste. On peut distinguer dès la Renaissance ceux qui rendent hommage au système, tels Bramante, qui affinent le langage classique, de ceux qui les déjouent, à l'instar de Michel-Ange. En un même siècle, sur un même bâtiment, en l'occurrence le Palais Farnèse, les règles représentées par la fenêtre côté ville, dignes du bon élève Sangallo, sont une à une contredites par la fenêtre côté cour, dessinée par Michel-Ange, dont la singularité surprend et convainc en même temps. Les chambranles se prolongent en partie inférieure comme des pendentifs, et le fronton s'affiche comme un motif totalement libre, détaché. Il y en a que ça détend. J'en suis ravi. Du moment qu'il n'y a pas de mauvaise odeur, c'est bon. C'est juste que les volets sont fermés, non. On reprend, s'il vous plaît.
Là où le langage classique inventorie et range chaque composante architecturale à l'intérieur d'un système clos, une tradition à laquelle le précis des leçons d'architecture de Durand donne un dernier souffle, le projet corbuséen dérange les éléments dans un espace ouvert. L'atelier de la recherche patiente est un creuset où les fragments collectés sont génétiquement reprogrammés. Le projet emprunte ainsi à la tradition de quoi lui rendre, une fois la métamorphose terminée, la matière précieuse de l'énigme qui fait d'elle non pas un stock inerte d'exemples, mais un interlocuteur vivant. Deux évolutions auront marqué le XXe siècle. D'un côté, une sécularisation des figures, lesquelles peuvent désormais émerger de toutes parts, et de l'autre, un retour subreptice du sacré. Comme si l'architecture ne pouvait se contenter des valeurs héritées des deux révolutions scientifiques et industrielles, à savoir la science, l'économie, l'utilitarisme, le calcul, qui se sont imposées au prix d'un désenchantement du monde. Comme si, tout en prétextant le fait de satisfaire les besoins pratiques, l'art du projet restait secrètement attaché à une vie des formes aux significations voilées, multiples et inépuisables. L'espace de la raison, qui s'est institué en maître au siècle des Lumières, en arbitre de l'intelligence, cet espace qui s'est défini par opposition à son dehors, d'où l'exclusion de la folie, découvre ses limites lorsque la pensée engagée dans le dessin se laisse surprendre par l'intuition des choix qui s'imposent comme des effets sans cause. Celui que l'on qualifie souvent à tort de rationaliste était certes un démonstrateur hors pair lorsqu'il donnait des conférences sur les grands principes guidant son action, mais il n'a jamais expliqué les formes improbables de ses projets. Il se contentait de les révéler. Ce pouvoir d'étonner et de renouveler l'étonnement n'est pas propre à toutes les œuvres que l'on qualifie habituellement de modernes. C'est pourquoi il me paraît nécessaire de distinguer entre, d'une part, la modernité d'un Mondrian et Rietveld, qui s'est affirmée comme une école de pensée, un tronçon du processus historique, et de l'autre, le parcours erratique d'un Picasso et d'un Le Corbusier, qui sont, eux, allés glaner des objets afin de les importer et de les féconder. Les uns réduisent leur lexique pour épuiser le type, les autres l'étendent et le redéploient pour ouvrir des portes insoupçonnées dans la maison du projet ou l'atelier de l'artiste. Picasso et Corbu se sentent toujours à l'étroit dans le savoir acquis. Au fil de leurs explorations, les fragments qu'ils sélectionnent ne sont que des véhicules pour se mouvoir encore sans cesse ailleurs. En revanche, ce qui inspire Kahn relève plutôt d'une réminiscence. Le motif du rempart dans l'œuvre du bâtisseur de Philadelphie a quelque chose à voir avec la Madeleine du narrateur de la recherche. Dans le rapport de Kahn à l'Égypte, comme celui de Wright au Japon, le projet capitalise une science. Le présent n'est pas un moment isolé et perdu dans le flot des faits, il affleure à la surface du temps, porté par des couches de savoir, laissant transparaître pour l'un la force tranquille des hauts murs, pour l'autre l'esprit du plan ouvert. L'œuvre de Kahn est une réhabilitation des monuments perdus, celle de Corbu une allégorie d'objets trouvés, et celle de Mies une réinterprétation en acier et en verre de la cabane primitive par laquelle l'abbé Logier illustrait l'origine de l'architecture. Chez Le Corbusier, ce que j'appelle la confusion des temps promeut des associations inattendues, à l'instar de l'atlas Mnemosyne d'Abi Warburg, tandis que la recherche essentialiste de Kahn médite l'usage nu, idéalisé, qui trouve domicile dans une forme hiératique. Kahn et Corbu puisent dans le même bassin, celui de la Méditerranée, visitent les mêmes lieux, mais avec des yeux différents. Deux formes d'anamnèse se manifestent. L'une est un ressouvenir, une perpétuelle commémoration du mégalithe fondateur du fait architectural. L'autre bricole avec le tout venant. La première se veut intemporelle, la seconde est intempestive. Kahn et Corbu sont des religieux. En latin, relegere signifie relire. Le premier refait sans cesse le temple, le second reproduit à chaque occasion la basilique. Ces architectes rendent visible ce que j'appelle l'étymologie des formes bâties. Il était une fois le mur. Voilà le refrain qu'entonne Kahn en chaque projet. Des laboratoires Richards à la bibliothèque Exeter,
il redessine la citadelle, pendant que Miss entretient le leitmotiv d'un grand écran donnant sur un paysage absolutisé, qu'il soit de marbre ou de nature, dont il fait le protagoniste du plan. Aucun invariant n'occupe en revanche l'œuvre de Le Corbusier, dont chaque projet est une insolite conversation de figures. Deux gènes traversent les générations. D'une part, celui des joueurs, que l'on retrouve dans les dessins de Niemeyer, et que revendique Rem Koolhaas à travers des projets comme celui de la Maison Lemoine, mais à des fins tout autres. L'autre lignée est celle des contemplateurs, qui se divise selon moi en deux branches. Une première qui s'étend de Mies à Alberto Campo Baeza et Marc Barani, en passant par Livio Vacchini, dont l'obsession est de raréfier les éléments, simplifier la syntaxe et décharner la forme, et une seconde qui, de Louis Kahn à Marina Tabassum, adosse l'architecture au premier mur, Fons et Origo. La production des joueurs est centrifuge, celle des contemplateurs itérative. Le jeu explore le dehors, taquine le hasard, libère la profusion, valorise les circonstances de la recherche et favorise ces imprévus grâce auxquels les idées se nourrissent du vivant. Là, c'est Corbu qui joue avec des zips pour produire des événements. A posteriori, l'œuvre des joueurs apparaît comme une suite d'improvisations. D'un projet à l'autre, d'une période à l'autre, leur pensée reste en fuite. En revanche, celle des contemplateurs rappelle constamment qu'elle a un centre dont elle ne s'éloigne jamais, la réinterprétation de l'archétype étant une marque de fabrique. Chez Mies et ses descendants, il s'agit de mettre en scène la vacuité, tandis que pour Kahn et ses héritiers, comme Mario Botta, le modèle de la ruine habitée est une constante. C'est d'ailleurs en visitant les thermes de Caracalla que sont nées les formes de l'Assemblée de Daca. Revenons au jeu. Dans l'art de jongler avec les motifs, on recense plus d'imposteurs que de maîtres. Le postmodernisme, qui exhumait hier des figures du répertoire académique pour monumentaliser le bâtiment, a ouvert le bal des monstres. Dans les vieux centres, la farce n'occupe qu'une parcelle. Mais dans certaines villes émergentes, le bal exhibe des spécimens à grands frais. La singularité architecturale n'a rien à voir avec la bizarrerie du geste, car elle n'est pas l'opposé de la norme, mais son rival. La figure qui ne rencontre aucune résistance, n'entreprend aucune conquête, finit par se satisfaire d'elle-même. Lorsque la production de différence est en roue libre, lorsque nulle accroche, qu'elle soit liée à l'usage, à la lumière ou à la ville, ne vient lui trouver une raison, les règles du jeu sont faussées et la pensée se noie. La forme ne découle alors que d'un arbitraire arrêt sur image dans le flux d'un morphing paramétrique. La parade technologique remplit souvent le vide conceptuel des agences fortunées. La production surabondante de variantes, toutes équivalentes, ne peut éclairer aucun choix. C'est chic. La clôture de l'ère de jeu, souvent qualifiée d'idéologie, n'est pas le fait des maîtres, mais des suiveurs. Les premiers donnent la mesure d'une liberté possible, mais cette éclatante liberté, ils en demeurent les porteurs exclusifs, ne laissant au second que la modeste vocation de l'hommage. Cet hommage reflète souvent une imagination captive, et l'on pourrait presque parler d'un syndrome de Stockholm des épigones à l'égard de leur maître. Mais on peut aussi leur reconnaître la dignité d'être des continuateurs nécessaires pendant que d'autres ne sont que de faux pionniers. Accepter sa date de naissance, c'est reconnaître que l'histoire ne se transforme pas au rythme des théories labiles et jetables, et qu'entre les rares événements qui en accélèrent le cours, s'interposent nécessairement de longues périodes de latence. Le plein usage de la liberté oblige à différer de soi-même, en chaque projet. Soyons francs. L'invention n'est évidente qu'après coup. Elle doit son existence à une pensée qui a eu le courage d'avancer à crédit, de miser sur des notions qui n'existent pas encore. En art, la différence ne peut voir le jour sans une mise en péril. Et l'on remarquera qu'étymologiquement, péril signifie à la fois l'expérience et le danger. Comme si la seule expérience qui vaille est celle du risque entrepris.
Je préciserai que le péril que j'évoque est celui de soi, et non celui de l'habitant, qui trop souvent fait les frais d'une lubie construite. En parlant de danger, je m'étonne que les astrophysiciens n'aient pas relevé le nombre de météorites qui ont échoué sur notre planète au cours des dernières décennies. La Chine a eu sa part, et vous remarquerez que le hall de ce musée a besoin d'être éclairé artificiellement en plein jour, faute de quoi l'entrée de ce grand corps brun revêt la forme particulièrement engageante d'un petit trou noir. Inventer, c'est trahir. Trahir les modèles en vigueur afin de se défaire de toute autorité typologique. Lorsqu'il s'agit de concevoir la Villa Chaudane, le dispositif du pilotis, magistralement représenté par la Villa Savoie, est renversé, sens dessus-dessous, et les poteaux se retrouvent à découper le ciel. Au fil de tels revirements, le parcours de Le Corbusier est lui-même une promenade architecturale. Une ultime promenade qui s'étend sur 60 ans. La définition baudelairienne de la modernité, le transitoire, le fugitif, le contingent, prend la mesure de sa signification aussitôt qu'elle s'applique à la pensée, avant de l'être aux objets. Rien n'est moins confortable que de se décentrer en permanence. Rien n'est plus difficile que de se déprendre de soi. Mais rien n'est plus efficace que la devise de Socrate, il faut devenir étranger à soi-même. Se rendre en chaque projet là où nul ne nous attendait. Faire chaque fois le bâtiment que l'on ne savait pas faire, quitte à inventer la langue qui va avec. Cela se paye au prix fort et implique un labeur auquel nul génie n'échappe. C'est difficile, l'architecture. Ces mots, figurez-vous, sont ceux de Le Corbusier. Jetant le crayon et abandonnant ses collaborateurs, ne supportant pas son impuissance à accrocher une solution après des heures de recherche acharnée. Un livre, c'est la nuit, disait Duras. Il en est de même pour le projet. Dans cette nuit, la plupart naviguent dans le giron d'un phare. D'autres, plus rares, assument pleinement l'épreuve. Les disciples sont grégaires, mais ceux qui éclairent leurs pas ont marché seuls sur les bords inquiétants, comme ce moine de Friedrich pris dans un paysage impossible. Le geste moderne peut être défini aussi bien par l'élan de liberté que la liberté de l'élan. En se gardant bien toutefois de confondre la désinvolture du génie, qui est exceptionnelle, avec l'effronterie des petits joueurs, c'est le cas de le dire, qui est monnaie courante. Le surmoi, qui vient interrompre la joyeuse liberté de conduite du premier âge, tarde à prendre congé de l'esprit de l'artiste. En visitant une exposition de dessins d'enfants, Picasso fit une observation frappante. « Quand j'avais leur âge, dit-il, je dessinais comme Raphaël. Mais il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme eux. » Cette modernité avait rendez-vous avec l'enfance. « Je veux être comme un nouveau-né ne connaissant absolument rien de l'Europe, ignorant les faits et les modes presque primitifs, écrivait Paul Klee. Le geste de l'architecte, tout comme celui du peintre, s'est simplifié, non pour se faciliter la tâche, mais pour raviver un contact d'immédiateté au monde. Il s'agit de retrouver une conscience du monde avant que l'objectivation de la connaissance et la socialisation du langage ne la normalisent. Pour composer des haïkus, prenez un enfant de 3 pieds de haut, disait le poète japonais Basho. Freud imite du sien, en affirmant que tout enfant qui joue se comporte en poète et que, de son côté, le poète fait comme l'enfant qui joue. Nous avons tous eu le plaisir de nous étonner des mots d'enfant. Ma filleule Anissa, ici présente au premier rang, devant un tableau abstrait, me stupéfia un jour en me disant « on dirait une bataille de couleurs ». Ce pouvoir de dire ou de dessiner les choses, telles qu'elles viennent à l'esprit, lorsque nulle police ne surveille encore la formation des idées, fera l'objet à l'âge adulte d'une quête obsédante et ne s'acquérera qu'au prix d'un effort tolérable pour peu d'individus. L'œil ailé d'Alberti est devenu, après 5 siècles, l'œil dans les airs.
Dans ce dessin désormais fameux, Le Corbusier représente le monde comme un enfant, à qui l'on demande de dessiner une maison. Les choses y sont disposées et associées selon une représentation mentale qui s'autorise à ne rendre aucun compte au réel. Ce qu'un tel dessin affiche, par-delà l'ordre du monde qu'il propose à ses contemporains, c'est la santé de l'imaginaire alliée à l'ingénuité des intentions. Ma comparaison s'arrête là, car le dessin enfantin n'est pas le dessin puéril. La fraîcheur qu'il affiche n'a rien d'une régression vers un état prédiscursif de la conscience, mais s'acquiert a contrario en ayant fatigué les savoirs. Par un renversement, le jeu, qui est traditionnellement une activité accessoire, une vacance du logos, s'invite ici au premier plan. Le manœuvrier a su avancer masqué. Le Corbusier a martelé des arguments pragmatiques pour justifier des formes qui, en réalité, se divertissaient du programme bien plus qu'elles ne le traduisaient. Et c'est par un tour de passe-passe qu'il parvint à associer le rationalisme de la plaidoirie au ludisme des figures. Alors que la technique et l'industrie, qui est son bras armé, banalisent la violence et mettent au pas toute forme bâtie, alors qu'une mobilisation totale subordonne le moindre tracé à la raison d'État, à la raison pratique et constructive, Le Corbusier rend à la ligne son innocence. L'art n'a pas le pouvoir d'empêcher la tragédie, certes, mais il peut l'altérer, faire qu'elle ne soit jamais complète, lui gâcher la fête en quelque sorte. Lorsque le Titanic sombrait, le son du violon détonnait dans le désarroi général, et le drame reste empreint de ce geste incongru de l'orchestre, dont la civilisation est restée fière. Tout comme le violoniste du dernier périple, l'architecte du dernier élan moderne n'a pas la prétention de sauver. Tout juste permet-il de mourir en musique. Au fil de l'histoire du projet architectural, le jeu, dont la philosophie a longtemps méconnu la portée, a été l'expression d'une intelligence politique visant à transformer la contrainte en distraction. Les gothiques avaient fait de la géométrie pratique une spéculation pourvoyeuse de professions ornementales. Les maîtres de la Renaissance avaient brouillé les cartes du jeu vitruvien en faisant des ordres une palette de motifs à disposer avec la liberté d'un collage. Et depuis le XXe siècle, le programme des fonctions n'est que le prétexte d'une aventure des formes qui repose sur le talent de l'interprète. Dans tous les projets qui ont marqué l'histoire, la finalité positive, qu'elle soit religieuse, monarchique ou utilitaire, celle d'une église, d'un palais ou d'une médiathèque, est parfaitement accomplie, mais cette finalité émanant du commanditaire est représentée par une forme dont la signification lui échappe. L'attachement des pouvoirs établis à l'égard de ces figures serviles que sont les poncifs s'en trouve contrarié. L'élan moderne est toujours suspect aux yeux du pouvoir, car il est capable de faire l'enfant dans le dos du programme officiel, sans pour autant faire défaut à l'usage. On comprend pourquoi, en France, les textes législatifs successifs de ces dernières années ont mis le projet architectural sous la coupe des entreprises. Le pouvoir heuristique du jeu dans les arts est reconnu explicitement depuis une centaine d'années. Le mouvement Dada y est pour une part. Mais pour ce qui est de l'architecture, de surcroît en un siècle où deux grandes reconstructions ont poursuivi l'esprit militaire dans le monde bâti, l'ère de jeu ne pouvait qu'être bornée par les urgences de la production et par une économie de l'action dont le chemin de grue qui a marqué le territoire est le sinistre représentant. Le Corbusier installe la raison ludique au cœur même de ce monde qui ne joue pas. Celui implacable de l'administration, du capital et du BTP, où le déterminisme, la rentabilité et l'efficacité ne laissent aucun élan compromettre la feuille de route. Gouverner l'appareil productif avec le jeu, avec une activité qui par nature n'a d'autre finalité qu'elle-même, c'est opposer à l'autorité morose du réel et de son arsenal technocratique la légèreté d'un esprit rieur. Rire du monde, non pour s'en moquer, mais pour s'en réjouir. Le taureau de Corbu se voit honoré d'une place que Picasso ne pouvait accorder aux siens. En dessinant des cornes sur le toit du portique de l'Assemblée de Chandigarh,
la désinvolture du dessin et la gravitas de l'institution se donnent la main. Par-delà l'invention plastique, le véritable tour de force n'est-il pas d'avoir pu installer, au cœur d'un métier appesanti par les responsabilités, rivé aux impératifs socio-économiques, l'insouciance d'un gai savoir? Merci.